Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vendredi 16 décembre 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, c'est tout suite et maintenant avec Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Achille Wusso. Bonsoir, bonsoir, Shamsdine Badaro. C'est normal, c'est à cause de la complicité. Non, c'est plutôt peut-être que j'ai envie de prendre votre place. Gaspard Adjamossi, qu'est-ce qui se passe avec vos amis en Christ à l'église protestante méthodiste du Bénin? Qu'est-ce qui se passe? Justement, ce sont ses amis. Hein. Ah oui. En Christ, on n'est pas amis, on est frères ou sœurs. Ok, vos frères en Christ. Le comptable serait à la bœuf là. Oui, c'est une histoire, je ne dirais pas rocambolesque, mais c'est quand même, c'est une histoire quand même. Oui, c'est une histoire quand même parce que, vous savez, on a envie d'entendre partout qu'on a détourné de l'argent ou bien qu'il y a des situations qui amènent à la bœuf, mais quand ça vient de l'église, ça fait quand même tiquer. On ne peut pas admettre que des gens qui sont si croyants, et des gens, je dirais, on ne peut pas admettre qu'il y ait quand même du détournement dans la maison de Dieu, qu'il y ait quand même des actes. Je ne dis pas qu'il y a eu détournement, mais il y a quand même une situation qui a amené quelqu'un au niveau de la bœuf. Et je crois qu'en dehors de ça, les rumeurs qui nous parviennent nous montrent qu'il y a des plus hauts responsables de cette église qui sont impliqués dans un dossier où il y a des questions de sous. Moi, venant d'une église, moi, ça me fait un petit tic dans la tête. Parce que c'est ceux-là qui, aujourd'hui, doivent incarner. Voilà, donner le bon exemple. C'est ceux-là qui doivent incarner les valeurs morales. C'est ceux-là qui doivent être le dernier recours quand il y a des situations au niveau de la nation. Et si c'est de ce côté-là que vraiment, on a ce genre de situation. Est-ce qu'on peut interpeller le comptable? Est-ce que le comptable peut bouffer sans son patron? Moi, je ne sais pas qui est son patron. C'est l'église. Quand une administration a un comptable, forcément, il y a quand même un responsable au niveau de l'église. Oui, bon, peut-être l'ordonnateur, disons. Voilà, l'ordonnateur. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est qui déjà l'ordonnateur de cette église, Gaspard Adjamossi? Vraiment. Vous riez, voilà. Non, pas de vos questions. Non, ce que je sais, c'est que l'église a un premier responsable. C'est qui le premier responsable? Bon, je n'ai pas envie de rire. Ce que je sais, le nom que je lui connais, c'est Pondjesou. Il s'appelle. Pondjesou. Comment Pondjesou? Non, bon, enfin, c'est l'un de ces noms et c'est ça qui me vient à la tête. C'est quelqu'un qui... Son identité réelle, c'est... Non, ça fait partie de ces noms. Je crois que oui, c'est un ensemble de 3 noms. Je crois que c'est ce que j'ai retenu pour l'instant. Peut-être au cours de l'émission, ça me viendra. Je crois que c'est Oussa, Pondjesou, quelque chose. En tout cas, c'est les noms qui lui sont vraiment familiers. C'est Oussa, Pondjesou. Je crois que c'est ça que tout le monde connaît. D'accord, merci Gaspard Adjamossi. Achille Wusso, est-ce que le comptable peut-il bouffer sans Pondjesou? Ce qui est sûr, les responsabilités seront situées. Si le comptable a été déjà interpellé, on verra si dans la chaîne, il y a encore d'autres responsabilités à assumer. Et donc, les premiers responsables seront certainement
aussi interpeller, écouter, pourquoi pas, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de décaissement sans que cela soit ordonné. Et donc, par rapport à ça, je crois que certainement, chacun sera face à ses responsabilités. Mais ce que, tout de suite, quand on entend qu'on a volé dans la maison de Dieu, ou carrément on est allé voler, pas chez Dieu, mais on est allé voler carrément Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus allé voler dans la maison de Dieu, on est allé voler Dieu. Et c'est ça, ce qui devait préoccuper. Cela montre que les valeurs de la société sont vraiment en miettes. Cela montre que nous sommes vraiment dans une situation qui interpelle la conscience collective. Oui, Achille Ossou, je pense que est-ce que c'est pas l'église d'abord, c'est un truc privé, je crois. C'est un truc privé. Et bon, ce qui est sûr, l'église n'appartient pas. Ça ne concerne pas l'État en réalité. Non, l'église ne concerne pas l'État. Mais c'est une communauté. Oui, c'est une communauté. Voilà, exactement. Et ça regarde cette communauté en réalité. Oui, mais nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit. Non, je ne pense pas que l'État qui se soit impliqué. Donc, en tout cas, je voudrais quand même qu'on fasse une petite mise au point. Parce que les gens ont envie de comprendre en réalité. Nous sommes dans une situation où les enquêtes sont en cours. Donc, bon, on ne dit pas que quelqu'un a volé ou quoi. Tout le monde est présumé innocent et notamment le comptable en question est présumé innocent jusqu'à ce que les faits soient établis. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, je ne pense pas que l'État se soit impliqué. Dans un premier temps, je crois que des voix s'élevaient déjà, il y a déjà quelques mois ou quelques semaines au niveau de l'Église pour dénoncer une situation de mauvaise gestion ou de détournement de fonds. Je crois que c'est peut-être au niveau de cette communauté, je n'en sais rien, que des plaintes ont été certainement adressées à qui de droit et qui a occasionné une pareille situation. Et je ne pense pas que parce qu'on dit que c'est une communauté, que c'est peut-être, ça représente un groupe ou que l'État ne veut pas s'impliquer. La preuve, quand il y a eu cette grande crise au niveau de l'Église, où il y avait deux ailes pratiquement, je crois que c'est l'État qui s'est impliqué à travers le président de la République pour essayer de régler définitivement cette situation-là. Et si il y a de ces genres de nouvelles situations qui interviennent et qui peuvent amener à l'éclatement ou à des situations qui vont amener des crises au niveau du pays, je crois que l'État est en droit également une fois encore d'intervenir, de ramener la paix et pourquoi pas de chercher s'il y a des coupables et de les sanctionner. Oui, mais en fait, ce que je voudrais dire simplement, c'est que ici, puisqu'il s'agit d'une communauté, n'importe quel membre est en droit de porter plainte, puisque c'est aussi la gestion de la chose publique, c'est la chose de tout le monde. L'agent de l'Église n'est pas l'agent des responsables de l'Église, c'est l'agent de toute la communauté. Donc, en tant que tel, chacun a une responsabilité. Et en tant que fidèle, je crois aussi que on a un droit de regard sur comment les choses se passent, sur comment les fonds... Surtout qu'à chaque culte, tous les dimanches, il faut cotiser. Ce n'est pas aussi pour rien que tous les dimanches, il faut faire un point à mi-parcours de la mobilisation des ressources et même de la dépense. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, par rapport à ça, est-ce que c'est l'État qui... Je n'ai pas bien suivi le dossier pour savoir qui a saisi la justice. Est-ce que c'est l'État? Mais je crois quand même que bon, les responsables eux-mêmes peuvent prendre la responsabilité sur eux d'interpeller qu'on appelle le comptable pour que les responsabilités soient situées. Sinon, normalement, les premiers qui emportent la responsabilité, c'est eux. Devant les fidèles, devant la communauté, ce sont les responsables qui emportent toute la responsabilité de la mauvaise gestion parce que c'est eux qui gèrent la communauté et donc c'est eux qui doivent donc être responsables devant la communauté en tant que tel. Je crois que ce qui est fait, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, peut-être que c'est une enquête qui a été ouverte pour qu'on puisse savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et par rapport à ça, on va situer les responsabilités. Si, entre-temps, ce qui a été annoncé dans l'opinion s'avérait faux, donc le comptable sera rétabli dans ses droits et à nous aller. Merci beaucoup. La vie va continuer. Achille Ossou. Un autre sujet à présent,
grande prouesse de la douane béninoise, une importante quantité de drogue raisonnée à ses mains craquées, Gaspard Radiam aussi. Oui, c'est... L'autre séjour là, il est à la BEF, mais pendant ce temps... Il y a des gens qui ont envie... Bon, il y a certainement des gens qui ont envie de le rejoindre. Oh bien, c'est lui qui allait rejoindre les autres. Mais cette fois-ci à la criette, non, ceux qui s'adonnent à ce genre de trafic ont leur place, bien entendu, derrière les barreaux. Bon, moi, quand, vous savez, il y a eu une forte communication autour de ce dossier tout au long de la semaine, et quand on dit prouesse, grande prouesse, bon, les fonctionnaires de la douane sont dans leur mission, dans leur rôle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette mission qu'ils ont, n'est-ce pas, à raisonner. Et ce camion qui transportait de la drogue, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir l'étendue de ce trafic-là dans notre pays, parce qu'il ne se passe pratiquement pas de mois ou de semaines sans qu'on apprenne qu'on a arrêté de la drogue, que ce soit au niveau de nos aéroports ou que ce soit au niveau du transport terrestre. Ça doit inquiéter, surtout que dans le cadre de ce camion, on nous a fait savoir que c'est une cargaison qui a quitté Accra et qui a traversé. Moi, je m'inquiète, je m'étonne que cela ait pu traverser la frontière d'Aflao d'abord, Accra, enfin, le Ghana et le Togo d'une part, et que ça traverse, il a conduit également le Bénin et le Togo d'autre part, pour aller jusqu'à la frontière et être en passe de quitter également le Bénin pour le Nigeria. Je crois que c'est un trafic là presque sous-régional. On ne sait pas la quantité, si cela a été fait, déversé déjà à Accra et déversé au Togo et peut-être sur le territoire béninois avant que l'autre. Et ils sont tellement ingénieux, je crois qu'ils ont trouvé une cache au niveau des châssis. On aurait dit où ils ont soudé des choses. Certainement qu'il y a eu des complicités ou bien des espions qui ont pu renseigner nos éléments, qui ont dû à raisonner. Je crois que, bon, il faut quand même féliciter nos forces de sécurité et les forces au niveau de la douane. Maintenant, si moi j'étais leur autorité, certainement que je vais interpeller ceux qui sont au niveau des autres frontières. Bien sûr, des autres frontières qui n'ont pas pu déceler une pareille marchandise qui a failli traverser. C'est quoi la couleur de cette drogue-là? C'est pur ou bien? Vous me posez une question difficile. Et la qualité. La couleur de la drogue que je connais, c'est celle que Chichao avait arrêtée. Parce qu'au moins, au moins ça a été brandi et on a vu la couleur. Maintenant, pour ça, je ne connais pas. C'est du pur ou quoi? Non, mais c'est Gaspard qui était en position de nous dire si c'était du pur. Parce qu'il a pu tracer tout le circuit. Il a pu tracer tout le circuit de passage donc, de cette cargaison-là. Je pense qu'il faut féliciter nos hommes en uniforme. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il faut les féliciter, mais moi je me pose une autre question. Qu'est-ce qui se passe pour que ça soit toujours au Bénin qu'on dénonce des choses comme ça? Est-ce que c'est parce que la douane béninoise travaille bien qu'on arrive au Bénin à mettre la main sur ces trafiquants? Il a conduit dans le Togo, c'est ça? Il a conduit, non mais je crois que c'est déjà la partie quand vous dites que c'est toujours au Bénin, alors que le président vient d'expliquer le circuit. Non mais le circuit, oui c'est pourquoi je dis, ça peut pas être, il a conduit. Non mais en fait ce que le président travaille d'un homme visiblement avec ces gens-là. Ce que, en fait, je voulais dire, c'est c'est trop fréquent donc, de dénoncer le trafic de la drogue dans notre pays. Le Bénin est devenu pratiquement une plaque tournante donc, de ce trafic-là, malgré le renforcement des capacités des agents de la douane, malgré le renforcement donc, de leurs capacités en moyens logistiques. Je ne sais pas pourquoi ces trafiquants trouvent toujours à passer par le Bénin. C'est ça le problème, parce que ça projette une mauvaise image du pays
à l'international. C'est à croire que nous n'avons pas une mesure de sécurité suffisante, capable donc de permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est vrai que les narcotrafiquants sont très ingénieux. On a dit tout à l'heure que c'est au niveau donc, du châssis qu'ils ont pu donc, faire une ouverture, ils ont mis les choses. Ils réfléchissent toujours à trouver donc, des stratégies et des moyens pour contourner le dispositif sécuritaire. Mais il faut quand même que nos forces de la douane et peut-être aussi de la sécurité publique renforcent aussi eux aussi leur vigilance par rapport à ces choses-là. Parce qu'il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Il faut avoir du flair, peut-être. C'est ce qu'on va leur dénoncer. Malheureusement, ça a traversé un certain nombre de frontières avant d'être arraisonné. Bon, là maintenant, les premiers sont mis en difficulté, alors qu'en fait, peut-être que, bon, ils ont fait normalement le travail comme cela se devait, mais l'ingéniosité donc, de ces narcotrafiquants a fait que, bon, ils n'ont pas pu mettre la main sur eux. Toujours est-il que on va féliciter la douane dans son ensemble parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la douane béninoise qui a fait le travail. Non, peut-être même qu'ils ont été pistés depuis et qu'ils ont dû les arrêter au moment où il fallait. Aussi. Donc, bon, le fait de dire que les autres n'ont pas fait le travail, c'est peut-être une manière de parler. Peut-être qu'ils ont participé à tout ce qui s'est fait. Je sais que vous avez envie de faire plaisir parfois. Sinon, c'est trop facile, ça. Voilà, le troisième sujet à présent, on va parler de nous, cette fois-ci. La situation des hommes des médias dans le monde. 533 journalistes emprisonnés, 65 en otage et 49 portés disparus en 2022. Oui, c'est des chiffres de Reporters sans frontières, RSF, et c'est des chiffres qui inquiètent. Bon, fort heureusement, je ne crois pas qu'il y ait eu de journalistes chez nous au Bénin, et par rapport à ceux qui sont morts. Ni en otage. Hein. Non, ni en otage. Et bon, certainement qu'il y en a en prison, mais pas pour des délits de presse, je ne le pense pas. Je n'ai pas souveraineté qu'il y en ait eu en prison, mais je sais quand même qu'il y en a qui sont plus ou moins inquiétés parfois par rapport à leur production. Mais vous savez, la quête, la liberté est une quête permanente, elle n'est pas un acquis définitif. Et en plus, il faut que les journalistes aussi soient face à leurs responsabilités. Maintenant, c'est que moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous lisent généralement, de se rendre compte que malgré tout, les risques que nous prenons pour les informer, ça veut dire que c'est un métier difficile que nous faisons, c'est un métier à risque, et si ce n'est pas encore le cas chez nous, on ne souhaite pas que cela soit le cas ailleurs. Les gens meurent en cherchant à informer. Je crois que ça doit un peu attirer l'attention de l'opinion, parce que c'est trop facile parfois de dire, bon, journaliste, vous voyez, donc, ou bien des gens qui nous disent, journaliste, comme si c'est parole d'évangile, mais c'est au risque parfois de nos vies que nous le faisons. Tout à fait. Merci Gaspard Diamossi. Achille-Oussou. Oui, mais c'est difficile. Oui, je voudrais emprunter la fin de l'analyse de Gaspard pour dire qu'en fait, oui, lorsque le journaliste dit, cela devrait être une parole d'évangile, parce que ici, nous traitons l'information. Nous ne faisons pas comme les autres, nous ne jetons pas de n'importe quoi dans l'opinion. Nous travaillons les informations que nous collectons avant donc de les servir. Et c'est pourquoi c'est un métier à haut risque. Et ceux qui nous suivent devraient donc faire la part des choses et encourager les journalistes dans leur ensemble par rapport au travail qui est fait. Mais l'autre chose, moi je me pose une question. Est-ce que tous ceux qui sont interpellés sont vraiment des journalistes? Je ne sais pas comment Reporters sans frontières est arrivé à faire ce point de 500 et quelques par rapport à 33 journalistes emprisonnés, puisque aujourd'hui tout le monde se fait appeler journaliste. Et on ne sait pas que le métier nous astreint aussi
au respect d'un certain nombre de dispositions. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des citoyens, avant d'être donc des professionnels de la presse. Et en tant que tels, nous sommes appelés à respecter les textes de la République. On ne devrait pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Il faut que nous apprenions aussi à respecter la vie privée des gens. C'est là où, souvent, nous ne faisons pas la part des choses. Et par rapport à ça, je crois que nous avons un devoir vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut que nous appelions et que nous nous éduquions par rapport à ce travail-là que nous faisons. De plus en plus, les associations des professionnels des médias, on ne les trouve plus dans ce rôle-là de sensibilisation et d'auto-éducation, malheureusement. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Tout le monde, donc, tout le monde est journaliste sur les réseaux sociaux. Et c'est là où j'interpelle la responsabilité de nos responsables. Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde veut se prendre pour des journalistes, mais je crois que les critères pour déceler qui est journaliste ou pas sont clairs. Il y a le code de l'information et de la communication, il y a le code du numérique. Je crois que les critères sont clairs et nets. Tout le monde, c'est comme si vous dites que tous les Béninois sont des journalistes ou bien tous ceux qui écrivent sur WhatsApp ou Facebook ou machin sont des journalistes. Non, il y a des journalistes. Et puis, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'occasion pour moi, en tout cas, de faire le procès des journalistes ou de faire le procès de ceux qui tentent d'informer. Ce n'est pas parce que je ne respecte pas la vie privée de quelqu'un en tant que journaliste que j'ai droit à recevoir une balle dans la tête. Non, ce que nous disons ici... Si c'est le prix à payer. Non, ça ne peut pas être le prix à payer. Ce que nous disons ici, c'est ce que nous dénonçons. Ce sont les abus sur les journalistes. Quand un journaliste diffame, je crois que les tests indiquent comment le journaliste doit être traité. Donc je crois que c'est assez clair. Ce que le RSF dénonce, je crois que c'est l'extrémité, c'est l'extrême de ce qui peut arriver à des journalistes, que des journalistes soient pris en otage parce que vous et moi, on ne s'entend pas ou bien parce que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Peut-être que vous êtes un terroriste et moi, je suis un État. Je cherche à informer parce que vous êtes terroriste, vous me prenez en otage. Vous savez, parce que je cherche à informer, ou bien parce qu'il y a un conflit et que je cherche à courir, vous prenez la Russie et l'Ukraine. Beaucoup de journalistes sont déjà décédés dans la recherche de l'information à mettre à la disposition du public. Je crois que ce sont ces faits-là qui sont dénoncés. Et le journaliste, bien sûr, au terme des tests, doit être protégé dans l'exercice de sa profession. Et je crois que c'est ce que nous devons réclamer le plus. Pendant ce temps, à Chilosou, bagarre entre deux députés au Sénégal, entre deux parlementaires. Deux députés sont en garde à vue. Il ne s'agit même pas d'une bagarre entre deux. Il s'agit donc de deux députés qui se sont rués sur une autre députée, une femme qui serait, selon les informations qui circulent sur la toile, qui serait enceinte et qui aurait reçu aussi un coup dans le ventre d'un de ses deux collègues. Je crois que c'est extrêmement préoccupant si nous en arrivons là. Je crois qu'aucune opposition ne nous autorise à aller à ces extrémités-là. Et le député, comme on l'appelle, c'est d'abord le représentant du peuple. Et en tant que tel, tout député devait travailler quand même au respect donc, de ce que nous appelons les normes ou les valeurs sociales. On peut s'engueuler, on peut s'en prendre n'importe comment, on peut se manger le nez, mais quand même, jusqu'à en arriver au coup de poing, je crois qu'on est trop parti. Et ici, il s'agit donc des violences faites sur une femme. Et c'est là que ça devient extrêmement préoccupant. C'est vrai que, bon, je ne sais pas, il paraît que c'est le Parlement de l'UEMOA ou de la CEDEAO qui aurait demandé que ces deux députés-là soient interpellés, bon, selon les informations que j'ai lues, mais je crois qu'entre-temps, peut-être que aussi la politique interne s'est mêlée parce qu'il s'agit donc de deux députés de l'opposition contre une députée de la mouvance. Donc je crois déjà qu'il y a cette lutte-là interne. Bon, maintenant que c'est allé à l'international, ça devient sérieux. Je crois que ce qui est arrivé là devrait amener nos députés à apprendre donc, et à soigner aussi leur comportement pour donner un bon exemple au peuple. Au plan international, Gaspard Diamossi,
Oui, non. Soweto, Sénégal, par le Oui, bien sûr. Non, en dehors même de l'intervention de l'international, s'il y a bagarre, que vous agressez les gens, même si vous êtes député, que vous avez l'immunité, ça là, c'est le flagrant délit. Et ça, je crois que l'immunité ne protège pas dans ce genre de cas. Et d'une manière ou d'une autre, ces députés devaient être inquiétés. Et je crois qu'ils le sont, ils vont répondre de leurs actes. C'est vrai que le Sénégalais a atteint un niveau dans cette situation que le Bénin n'a pas encore atteint. Chez nous, on en connaît qui mangent de l'arachide, on en connaît qui tapent. On en connaît qui crient pour empêcher le président ou les autres de parler. On en connaît qui s'invectivent, mais jusque-là, en tout cas, depuis que moi je suis les activités du Parlement béninois, les coups de poing, on n'en a pas encore connu et j'espère qu'on n'en connaîtra pas. Et aucune opposition ne peut nous amener à aller dans ce genre d'extrémité. À plus forte raison, si c'est deux gaillards qui se portent des coups de poing, ça peut se comprendre. Mais si c'est une femme, en plus, je crois que c'est suffisamment grave. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Le dernier sujet, on reste toujours à l'international. Mondial Qatar 2022, le parcours des représentants du continent africain. Oui, c'est un international qui concerne tout le monde. Si on ne parle pas de Qatar 2022, c'est Gaspard qui sera malade après ce plateau. Non, il ne le sera pas. Bon, il est déjà malade que surtout que son équipe a toisé la finale. Ah oui. Non, ce n'est pas mon équipe, c'est une équipe du continent, c'est notre équipe à nous tous. Et déjà, moi, par rapport au parcours des Africains, c'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets. Mais je crois que le parcours dans l'ensemble, c'est un parcours honorable pour les 5 représentants africains. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on utilise ces genres d'expressions. Mais quand vous prenez, par exemple, la Coupe du Monde d'il y a 4 ans en Russie, sur les 5, aucune équipe africaine n'a passé le premier tour. Vous voyez, donc, c'est déjà un pas pour cette édition où au moins on a placé 2 équipes en 8e de finale, 2 équipes qui sont sorties des poules, c'est le Sénégal et le Maroc. Et les autres équipes également ne sont pas rentrées bredouilles. Quand vous prenez une sélection comme le Ghana a été éliminé, mais le Ghana s'en est sorti avec, je crois, au moins une victoire. Comme le Cameroun. Une victoire. Et le Cameroun également avec une victoire. Et sur qui? Sur le Brésil. Et quand vous prenez la Tunisie aussi, la Tunisie s'en est sortie également avec une victoire. Une victoire sur quelle équipe? Sur la France qui est actuellement en finale. Donc je crois que dans l'ensemble, les équipes africaines n'ont pas démérité. Maintenant, pour parler de l'équipe qui a eu un parcours exceptionnel, un parcours historique, qui a fait l'exploit et qui aurait pu continuer, mais malheureusement qui est éliminé, c'est le Maroc. Le Maroc qui, non content d'avoir fait match nul avec la Croatie, a battu la Belgique. La Belgique était en demi-finale de la dernière édition. Ils ont battu l'Espagne, qui est une des plus grandes équipes en Europe. Ils ont éliminé également le Portugal que tout le monde connaît, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et je crois qu'ils ont perdu il y a quelques jours contre la France. Ce n'est pas faute d'avoir démérité. Je crois qu'ils ont tenu la dragée haute à la France, qui est l'équipe championne en titre. Et je crois que nous pouvons être fiers de ce que les Marocains ont fait comme exploit à cette compétition. Ce n'est pas fini. Ils ont également la possibilité, parce qu'ils joueront le match de classement ce samedi, ils ont la possibilité d'être 3e, donc d'aller sur le podium de ce mondial. Je crois que c'est un exploit exceptionnel et inédit sur le continent africain. C'est vrai que beaucoup de gens font des détours en parlant d'arabo, de machin, tout ça, mais les Marocains sont des Africains. Quel que soit ce qu'un individu isolé va dire, on ne peut pas arracher le Maroc au continent africain. Et on ne peut pas non plus renier le fait qu'ils soient des Arabes et pour la plupart des musulmans. Je crois que c'est des identités qu'il faut leur reconnaître et accepter. Merci Gaspard Diamossi pour toutes ces analyses ou ces qualifications. Vous voyez comment il a été à son aise dans le développement. Ce qui est sûr que le Maroc soit en Afrique ou pas, et le Maroc est à 15 km de l'Espagne et les Marocains se pensent plus européens qu'africains. Cela ne gênerait pas que nous les considérions comme des Africains, mais s'ils se prennent pour des Africains, nous allons les considérer comme des Africains. S'ils se prennent pour des Européens, quand ils jouent la CAN, vous les considérez comme quoi? Ils jouent la CAN ou bien ils jouent l'euro? Ce qui est important pour moi... Ils jouent la CAN ou bien ils jouent l'euro? Ce qui est important pour moi, c'est de constater que l'Afrique, n'importe comment, est encore en finale. Parce que qui perd de l'équipe de France, ce n'est pas des détours. À part Igor Lloris, à part
et Giroud, et comment il s'appelle, Griezmann, tout le reste, c'est les gens sont africains quand ça vous plaît. Quand Lionel Messi est venu au Bénin pour être candidat, vous avez dit qu'il est français. Aujourd'hui, parce que vous voyez des Noirs en équipe de France qui ont la nationalité française, vous tentez de dire qu'ils sont africains. Qu'est-ce que vous appelez nationalité française? Mais ça me fait rire. Noir d'ébène comme ça, là, vous parlez donc de nationalité française. Ce qui est important, c'est que... Il n'y a pas de Noirs français. Comme... Quand vous prenez un Thuram, oui. Bon, il y a des origines lointaines en Afrique, c'est un antillais. Quand vous appelez origine lointaine, il y a des noirs. Des noirs clairs. Non, sur le plateau ici, on a des nationalités. Non, je n'ai qu'une seule nationalité. Ma nationalité, c'est le savais. Bon, non, mais en fait, c'était juste pour blaguer, mais oui, il faut dire que, dans le sérieux, il faut dire quand même que l'Afrique a fait vraiment un parcours pathétique à ce mondial-là, et nous souhaiterions que, pour avoir atteint ce niveau, cette fois-ci, que pour les prochaines compétitions mondiales à venir, que l'équipe africaine puisse vraiment bouger encore les lignes et pourquoi pas participer pour une première fois à une grande finale de la Coupe du Monde. Et votre conclusion? Comme à nos habitudes, nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Nous disons merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ce numéro de notre émission. Gaspard Diamossi, c'est terminé pour ce vendredi. Oui, c'est terminé. Je finirai toujours en sport parce que je suis un patriote béninois, je suis également un patriote africain. Toutes les 5 équipes africaines qui étaient au mondial avaient des entraîneurs africains. Je crois que c'est également quelque chose à souligner, c'est un exploit. Et ceux qui s'en prennent à Moussa Latoundji n'ont qu'à être patients, et il fera certainement ce qu'il a à faire. Moussa Latoundji. Moussa Latoundji. Moussa Latoundji. Bonne continuation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce vendredi 16 décembre 2022. C'est définitivement terminé, donc rendez-vous demain à Sakété pour la grande cérémonie avec l'imam qui sera donc investi demain, voilà, après le décès de l'ancien imam de la commune de Sakété, Monsieur Soubérou, l'imam Soubérou sera donc investi demain. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain. On va en parler certainement vendredi prochain. Mesdames et messieurs, bon week-end à vous et surtout à mes 2 débatteurs. Au revoir. Merci. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.